Une sorte de spirale dans laquelle je me suis laissé aspirer sans même vouloir me raccrocher au bord. C'était comme si j'avais décidé de rompre avec la vie. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Ethan, et par honte, il souhaite rester anonyme. À 59 ans, il vit seul dans une maison de la campagne normande avec 550 € par mois et sans voiture. Si je pars à sa rencontre, c'est parce qu'en février 2025, un de nos journalistes de la rédaction de La Voix le Bocage a décrit avec justesse son histoire. Son histoire, c'est celle d'un engrenage. Une rupture amoureuse difficile, la perte de son emploi, le déménagement à l'autre bout de la France chez sa mère et la mort de celle-ci, peu de temps après son arrivée. La publication de son destin dans un article a suscité un énorme élan de générosité et a vraiment changé sa vie. Bienvenue dans ce 3e épisode de la série Les gens du coin. Bonjour Ethan. Bonjour. On va juste reprendre au début de votre histoire, Ethan, parce que à la base de cette descente aux enfers, si on peut bien l'appeler comme ça, il y a une rupture amoureuse. Vous aviez quel âge à l'époque de la rupture et pourquoi cette relation elle s'est arrêtée à ce moment-là ? J'avais 55 ans à ce moment-là. Je pense en fait que je ne correspondais pas tout à fait aux critères qu'elle s'attendait de ma part. Et voilà, c'est une rupture amoureuse comme il y en a des centaines. Voilà, c'est un échec sentimental. Ça a été très dur ? Oui, ça m'a affecté terriblement. Ça a aussi affecté mes compétences dans mon travail. C'est après cette rupture que vous perdez votre travail. Est-ce que vous pouvez décrire ce moment ? Une sorte de spirale dans laquelle je me suis laissé aspirer sans même vouloir me raccrocher au bord. C'était comme si j'avais décidé de rompre avec la vie. Et donc au travail, vous sentiez que c'était très compliqué. Oui. Qu'est-ce qui se passait concrètement en fait au travail après cette rupture ? J'avais des problèmes de concentration et puis je faisais des erreurs. J'étais moins performant et comme je travaillais dans un domaine qui était très concurrentiel, il y a d'autres gens qui attendaient à côté que la place se libère. Puis par pudeur aussi, j'osais pas trop en parler. Et puis j'étais pas bien et j'ai contacté ma maman et j'ai appelé au secours. Et puis elle m'a dit de venir et puis on s'est entraidés. Quand vous avez quitté votre travail, vous travailliez où ? Dans l'est de la France. Dans l'est de la France, et donc vous avez déménagé en Normandie. En Normandie, c'est ça. Ça a dû être un grand bouleversement de passer de l'est de la France en Normandie. D'une vie active socialement à une vie rurale sans aucune interaction. Oui, c'était un choc. Je devais aider ma maman au quotidien. Pour son ménage, ses courses, et pour d'autres tâches aussi qui sont pas peu ragoûtantes. Et ça n'a pas été facile. Et j'ai en même temps vécu un ostracisme intense de la part de ma famille qui m'a vraiment, vraiment terriblement affecté. Qui m'a fait vraiment douter moi-même de ma santé mentale et de mes capacités. Et ça a été très violent en fait. Ouais. Elle était handicapée, votre mère, c'est ça ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle avait, si vous voulez ? Elle avait elle avait été amputée de la jambe gauche à cause de son diabète de type 2. Et du coup, cette pièce était aménagée en chambre, en chambre d'hôpital. Et quand je suis arrivé, je vivais dans la petite pièce à côté. Cette petite pièce qui fait à peu près 10 ou 12 mètres carrés et qui était remplie d'objets de toutes sortes. Et dans lequel j'avais très très peu de place, et ce qui fait que cette pièce est devenue une prison, une prison physique et mentale. C'était complètement insupportable. Cette pièce, essayez de l'imaginer avec 3 armoires et 2 commodes et un canapé. J'avais un espace de 1,50 m sur 2,50 m de long. Donc là, c'est la chambre dans laquelle vous étiez enfermé. Où j'ai vécu pendant quasiment 3 ans.
Et ma seule perspective, c'était ça, quoi. Et du coup, cette vision, je me suis mis à la détester, si vous pouvez pas savoir à quel point. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, ce prêt, pourtant c'est bucolique, hein, c'est beau, mais je me suis mis à détester cette image, parce que c'est la seule image que j'avais. Je supportais plus cette image. Faire un petit peu le tour de votre maison là, et vous nous dites un peu que les gens se rendent compte aussi de mais c'est une maison qui doit faire dans les 40 mètres carrés à peu près, 45 mètres carrés. Voilà. Les murs sont un peu décrépits. Oui, puis il y a, comment dire, il y a la salle de bain là, il y a tous les murs qui moisissent. Ah oui. Ça c'est le chauffe-eau qui m'a installé le super-héros. Décrivez-nous un peu là, c'est quoi? En fait c'est l'humidité ambiante, je pense que c'est la capillarité. C'est la capillarité qui attaque le... Tout est noir? Oui, c'est de la moisissure. C'est de la moisissure. C'est toxique, faut pas respirer ça. Vous douchez là, alors, ici? Oui. Et la douche qui est bouchée, et donc du coup je récupère l'eau pour les vider après dans les toilettes. D'accord, donc là il y a des bassines de là où vous lavez. Donc vous lavez là dans cette petite bassine voilà, qui fait quoi, 30 cm de long quoi. Oui, et puis après je vais vider ça dans les toilettes. Est-ce que vous aviez des enfants, vous, non, de votre côté? Non, vous êtes sans enfants? Non. Mais tout bascule à nouveau lors du décès de votre mère, c'est en septembre 2022. Là, j'imagine que ça a dû aussi être un moment encore plus difficile. Oui, parce que je me suis retrouvé du jour au lendemain dans une solitude intense. En me retrouvant, si vous voulez, dans un espace qui n'était pas le mien. Où je me suis toujours senti un peu comme un intrus. Vous êtes arrivé ici, il s'est passé quand même quelques années avant le décès de votre mère. Est-ce que vous avez essayé de retrouver un emploi? Oui. Est-ce que vous avez essayé, parce que c'est ça qu'on va dire quand on a la lecture de l'article, est-ce que ce monsieur a essayé de rebondir? Est-ce que vous avez essayé de rebondir? Oui, j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées. Et j'ai travaillé un petit peu dans un théâtre proche de la zone dans laquelle je réside, mais qui se trouve hélas à 40 km, et les horaires n'étaient pas pratiques pour rentrer à vélo le soir. Donc quand je terminais à 1h du matin, 40 km à vélo, ça me faisait arriver à 4h30 du matin, tout trempé de sueur, et c'était vraiment pas pratique. Oui, parce que c'est ça en fait qu'il faut dire, c'est que en fait vous avez beaucoup du mal à trouver du travail et à rebondir parce que vous avez un certain âge, vous avez un peu mal au dos, c'est ça, enfin, c'est-à-dire que vous pouvez pas utiliser la voiture. Je n'ai pas les moyens de passer un permis de conduire, je n'ai pas les moyens d'acheter un véhicule, et je n'ai pas les moyens de l'assurer, ni de mettre de l'essence dedans. Donc pour moi, je n'y pense même pas. Donc en fait, vous vous retrouvez sans travail, dans un lieu qui est isolé, et sans avoir possibilité de bouger en fait. Oui, exactement. C'est exactement ça, oui. Et donc je me déplace à vélo, avec... Et en fait, je suis très, très limité dans mes déplacements. Je peux rayonner sur 15 km. Voilà, avant, je vivais dans une région qui était plane. Et la Normandie, qui est bien vallonnée, avec des montées qui font plusieurs kilomètres. Bon, voilà, et puis à près de 60 ans, c'est pas facile, quoi, de faire des grandes distances à vélo. Là, vous dites que vous ne pouvez pas vous déplacer, encore une fois que vous n'avez pas de travail. Dans l'article, vous dites isolé, manquer de contact humain. Qu'est-ce qui change par rapport à votre vie d'avant, et comment ça se manifeste cet isolement au quotidien? Avant, j'avais de la visite. Là où j'habitais, j'avais de la visite, où je rendais visite à des gens.
Et j'allais à des événements culturels. Je participais et j'assistais à des événements culturels. Une vie entre guillemets. J'allais deux fois par semaine à la piscine, par exemple. Depuis que je suis là, j'ai pas été à un seul concert, j'ai pas été à une seule pièce de théâtre, j'ai pas été une seule fois à la piscine, j'ai pas eu une vraie conversation profonde avec quelqu'un. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'ai eu des conversations avec des gens qui m'ont emmené en autostop. Des fois, comme je vous ai dit, il m'arrivait de rester des fois une semaine entière à parler à personne, même à me parler moi-même, à me raconter des blagues et rigoler tout seul de mes propres blagues. En fait, c'est une spirale, une spirale de folie dans laquelle j'avais peur de sombrer, en fait. Vous m'avez confié juste avant l'épisode, juste avant qu'on lance le micro, que cette solitude, elle avait changé votre personnalité. Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est manifesté avec cette précarité qui a amené l'isolement ? Je crois que j'ai développé une forme d'agoraphobie. J'ai plus d'appréhension dans mon rapport aux autres. Je suis moins avenant qu'avant. C'est l'impression que j'ai, en fait. Et justement, vous vous êtes fait aider ? Oui, mais c'est une démarche personnelle. Je suis allé voir d'abord des psychologues et depuis le mois de janvier, je vais voir un psychiatre. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le psychiatre ? Comment il vous a aidé ? Au bout de 2 entretiens, il a défini que j'étais TDAH et bipolaire. Il a aussi dit que ces 2 symptômes, ces 2 maladies mentales, elles s'étaient développées depuis votre isolement. Oui. Et qui par le stress, j'ai l'impression que c'est un petit peu accentué ces derniers temps. Mais je travaille là-dessus. On sent en fait que l'histoire que vous avez, c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire une rupture amoureuse compliquée, la perte du travail, retourner chez les parents avec un isolement qui est lié à cette vie en ruralité. Vous, pourquoi vous avez bien voulu témoigner ? Pourquoi vous avez bien voulu en parler ? C'est une démarche qui est essentielle et qui va aussi permettre à plein de gens de s'y retrouver en fait dans votre histoire. J'ai voulu témoigner pour lancer une bouteille à la mer parce que je n'avais absolument plus aucun recours. Dans ce qu'on appelle une zone blanche au niveau social, c'est-à-dire que j'ai essayé le secours populaire, j'ai essayé les différentes associations d'aide et personne n'était en mesure de pouvoir m'aider à cause de ma distanciation. Et du coup, ne sachant que faire, j'ai décidé de joindre la presse et en même temps, j'aimerais qu'on profite de ce mouvement-là pour que les gens qui sont dans ma situation aient le courage de se manifester et le courage aussi de dire voilà, je suis pauvre, je vais mal, j'ai besoin d'aide. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'argent. Vous dites dans l'article, vivre avec 550 € par mois. Pour rappel, le seuil de pauvreté en France, c'est 1216 € net par mois. Alors déjà, est-ce que l'argent, ça vient des aides ? Et surtout, comment vous faites au quotidien ? Je suis en fin de droit Pôle emploi. Donc je touche 550. Je vis. En fait, on vit avec ce qu'on a, on s'habitue. Et puis, vous savez, il faut relativiser. Ce que je touche ici, c'est le salaire des gens qui vivent dans certains pays et qui se plaignent pas. Vous voyez, là, on est en France. Comment vous faites pour faire les courses ? Je survis. Et puis j'ai aussi, je dois remercier l'aide de la Croix-Rouge aussi qui m'a considérablement aidé grâce à des colis alimentaires et un service social qui a essayé de m'aider au mieux. Voilà, donc je suis dans une zone qui n'est pas desservie par les aides sociales. Oui, donc ça c'est même les aides sociales, même les associations, du fait de votre localisation, vous êtes trop loin. Oui, et il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de pistes cyclables, les routes ne sont pas marquées sur les côtés, donc c'est extrêmement dangereux de faire du vélo la nuit, très très dangereux.
J'ai l'impression que la ruralité n'est faite que pour les riches, en fait. Oui, voilà, rien n'est fait pour accompagner les personnes qui ont oui, besoin. non, vaut mieux pas être pauvre à la campagne. Il y a des gens qui n'ont pas de logement. Il y a des gens qui vivent des familles entières qui vivent dans 20 mètres carrés. Quelque part, je peux pas me plaindre. Voilà, je vis dans des moisissures, certes, mais j'ai un toit au-dessus de la tête. Et voilà, il faut relativiser. Et puis, il faut se dire il y a vraiment pire que nous, et il n'y a pas besoin de chercher loin pour ça. Et dehors, vous avez quoi, 2 chèvres et un... Deux moutons, une chèvre et 2 chiens. Okay. Comment elle s'appelle, la chienne, ici ? La chienne, elle s'appelle Poupie. Poupie, ça veut dire petit chien en anglais. C'est quoi comme race ? La maman, elle est là-bas, d'origine indéfinie, et papa malinois. Okay. Elle a tout pris du malinois, mais elle a pas la taille. À la fin de l'article, et on va le citer, c'est un article de Nathan Bloin, qui est journaliste chez nous à La Voix Le Bocage. Il a laissé un mail et un numéro de téléphone, c'est celui de la rédaction, pour vous venir en aide. On en parlait tout à l'heure. Oui. Comment ça a marché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, j'étais surpris par cet élan de solidarité. J'ai reçu, il y a un plombier qui est venu me réparer mon chauffe-eau. Ça faisait 1 an que j'avais pas pu prendre de douche correctement. Depuis 1 an, j'utilisais une bouilloire pour chauffer de l'eau pour me laver. Il arrivait comme un super-héros, et puis il veut pas qu'on donne son nom, il voulait pas de publicité, il l'a fait juste comme un super-héros, et comme un super-héros, son identité restera secrète. Et, ça vous touche, ça ? Ah oui, je suis très touché par ce geste qui m'a vraiment ému. Et puis il y a un monsieur qui m'a donné un stère de bois qui va me permettre de finir l'hiver. Et une dame m'a envoyé un chèque d'une certaine somme qui va me permettre de m'acheter un véhicule. Pour revenir sur l'élan de générosité, qu'est-ce que ça vous a fait à vous ? Évidemment que ça vous touche, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit alors que vous êtes tout seul dans cette maison, que vous avez plus de contact humain, et là d'un coup vous recevez un élan de générosité ? Eh ben, une percée dans les nuages. Et il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoutez, j'ai pas de sous, mais je vous offre mon amitié inconditionnelle. » Et on a parlé de 19h jusqu'à 22h30. Et à la fin de notre conversation, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Et on s'est rappelé depuis, et j'ai une nouvelle amie grâce à ça. Et bon, elle n'est pas la seule, j'ai rencontré d'autres personnes. Et puis ça m'a considérablement remonté le moral, quoi. J'avais de nouveau l'impression d'être redevenu un humain. Cet article la réaction en fait des gens m'a redonné envie de m'aimer, en fait. Est-ce que quand vous avez parlé aux journalistes, à Nathan, est-ce que ça a été compliqué pour vous de témoigner, ou alors vous étiez vraiment arrivé à un tel point qu'il fallait là de toute façon parler ? Et quand j'ai vu Nathan et quand j'ai senti son empathie et la pertinence de ses questions, j'ai vu que j'ai senti tout de suite un espoir. Oui, je savais que ça allait aboutir. Et puis, malgré que, et c'est un message que j'aimerais bien laisser aux gens, c'est que quand on est au fond du désespoir, sachez qu'il y a toujours une petite... il y a toujours... et il faut y croire, parce que j'ai toujours su au fond de moi que ça finirait quand même par s'arranger un jour. Mais j'en étais convaincu. Même si j'étais au plus bas, c'est cet espoir en fait qui m'a permis de vibrer et de continuer, d'avoir envie de vivre, quoi. Et vous chauffez au bois aussi ? Oui, je chauffe au bois, et j'ai un petit radiateur à bain d'huile dans la chambre. D'accord. Et l'année dernière, comme je n'avais pas de bois, j'ai vécu tout l'hiver dans cette pièce à côté à 15 degrés. Wow. Et je sortais pas. Et ici, il faisait très froid parce que entre temps, si vous voulez, j'ai récupéré de la laine de roche et j'ai isolé toute cette partie-là.
Donc là, c'est toute cette partie du haut là, c'est isolé jusqu'ici. C'est pour ça que vous avez senti une différence quand vous allez dans la salle de bain ou dans la cuisine, il fait très froid. Ah oui, effectivement. Oui, c'est pour ça que j'ai mis la bâche. Et puis du coup, voilà, c'est une cuisine de bateau. Et tout est moisi en dessous. Mais ça, j'aime bientôt le changer, là, je vais bientôt le réparer. Donc là, vous voulez vraiment dans une maison. Dans un taudis. Qu'est-ce que vous allez faire là, maintenant ? Est-ce que vous pouvez dire au micro ce que vous sentez là pour vous pour la suite ? Eh ben, je vais me désincarcérer de cette maison grâce à un véhicule. Tous mes outils qui me permettent de m'exprimer parce que je fabrique des objets et qui sont tombés en panne, je vais pouvoir les remplacer. Je fais des meubles. Je n'avais plus aucun vêtement sans trou. J'avais plus de chaussures sans se mal trouer. Je vais pouvoir m'acheter des vêtements. Vous voyez, c'est qu'une enveloppe, mais dans notre société, on est jugé à l'étiquette qu'on porte. Vous voyez, c'est triste, mais c'est comme ça. Aller à un concert, aller à une exposition, aller voir quel concert là, par exemple, si demain vous avez assez d'argent, c'est quoi le groupe là qui vous ferait un peu... Ah, j'irais bien voir un concert classique. Ah ouais. Oui. Dans un opéra quoi. Oui, par exemple, oui, j'irais bien voir un concert classique, oui. Ça vous... Oui. Ah oui, ça me plairait beaucoup. Oui, dans une église. Il y a un sourire là qui se dessine. Ouais. Oui. Ah oui, ça me ferait énormément plaisir d'aller assister à un concert classique. Donc voilà, c'est avoir une voiture, retrouver un travail. Oui, pardon. Le principal aussi, c'est retourner sur le marché du travail. Oui, avant tout. C'est vrai que j'ai mis un petit peu en avant des choses un petit peu matérielles, mais c'est vrai que en premier lieu, ce véhicule, ça me permettrait aussi d'abord, avant les fringues, avant les concerts, avant tout ça, de trouver un travail. On arrive à la fin de l'entretien. Vous avez passé plein de messages là à travers votre histoire, mais c'est quoi que vous avez envie aux gens là, à la fin de cet épisode, de dire qu'est-ce qu'ils ont à retenir de votre histoire ? Gardez espoir. Gardez espoir. Oui. Surtout que ça peut arriver à tout le monde en fait. Oui, gardez un indéfectible espoir. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Et puis si vous avez le courage d'avouer vos faiblesses, vous avez de fortes chances de pouvoir vous en sortir, au lieu de vous morfondre dans votre coin. C'était le 3e épisode de la série Les gens du coin, un podcast réalisé par Actu.fr et à retrouver toutes les semaines.